L'archéologie, c'est pas que des objets réservés aux, excuse-moi sans que ce soit péjoratif, mais aux binoclars intellectuels. L'archéologie, c'est quelque chose qui peut toucher quelqu'un qui s'intéresse à l'art contemporain. On peut avoir des vraies formes modernes dans des objets anciens. Le temps a opéré son travail aussi. Et il a participé à la création de l'œuvre. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe. Un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galeristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Borna Scognamiglio, je suis le PDG et fondateur de Vinteman & Co. Et ça, c'est Rosso Antico. Marie-Margot Cohen, bonjour. Bonjour Borna. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci beaucoup et je suis ravi de t'avoir sur Rosso Antico, notre podcast. Nous nous connaissons depuis longue date et donc je suis d'autant plus ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'archéologie, d'expertise et du marché de l'art. Marie-Margot, je te demande de te présenter. Alors, je m'appelle Marie-Margot Cohen. Je suis née dans le milieu de l'archéologie parce que mon grand-père était antiquaire et expert et mon père était antiquaire aussi. J'ai cherché assez tôt à me faire un prénom. J'ai moi-même repris une activité en tant que marchande d'archéologie au marché aux puces en 2012. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille de manière indépendante. Après avoir travaillé pendant environ 6 ans auprès de mon père et de mon grand-père de façon alternée. J'ai donc eu un aperçu au travers de ces expériences et de l'expertise et des ventes publiques en aidant mon grand-père à ses ventes et aussi du métier de galeriste spécialisé en archéologie en travaillant aux côtés de mon père pendant de nombreuses années. Voilà. Et j'ai pendant longtemps été marchande et depuis maintenant quelques années, je suis amenée à intervenir en tant qu'expert dans le marché. Et je dois avouer que les années avant, c'est ce désir de me consacrer à l'expertise grandit aussi. Donc, je pense qu'à terme, l'expertise sera mon activité principale et je dois avouer que j'ai déjà mis en retrait celui de marchande pour essayer de ne pas créer de conflit d'intérêts entre mes deux activités. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, donc, quand on parle donc des antiquités, qu'est-ce qui a suscité l'intérêt, bien sûr, l'activité de ta famille, premièrement, c'est un des facteurs clés, j'imagine. Mais toi, qu'est-ce que ça te suscite, l'étude et le contact avec les antiquités? Alors, moi, j'ai appris ce métier beaucoup avec ce qu'on appelle les chineurs, c'est-à-dire des gens dont le métier est en fait de réhabiliter des objets qui sont parfois négligés. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à m'installer à mon compte et à vouloir acheter des objets et fréquenter les salles des ventes et les foires ou marchés, que beaucoup d'objets étaient malheureusement pour eux mal libellés, pas expertisés. Et en fait, est né chez moi une envie de réhabiliter ces objets mal identifiés. Il y a aussi quelque chose qui est passionnant dans l'expertise, c'est la part d'investigation qu'il y a. Si vous voulez, c'est une vraie enquête, en fait, l'expertise d'un objet. Et elles amènent à un cheminement intellectuel que je trouve stimulant. Rassembler les connaissances, un sens critique et une approche de questionnement, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de tes confrères et consoeurs que j'ai pu interviewer, c'est justement la partie aussi la plus excitante du métier de mêler ces enquêtes, d'étudier les objets et de les réhabiliter. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Ce qui m'amène aussi à la question par rapport donc à ton début d'activité au puces. Comment tu l'as vécu? Comment ça a été comme expérience? Et justement, est-ce qu'elle était vraiment formatrice par rapport à ton rôle
aujourd'hui? Alors écoute, moi j'avais quelques années d'expérience dans le milieu des antiquités. Mais je me suis rendu compte que d'autres gens étaient capables d'acheter de l'archéologie sans avoir forcément une formation archéologique pure, c'est-à-dire des gens curieux. J'ai trouvé que sortir de ce panier de crabes, sans que ce soit péjoratif, mais de ce milieu entre soi, pour aller vers un milieu de gens qui savent apprécier aussi bien un objet archéologique, mais qui le font de manière moins spécialisée, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et surtout, si tu veux, sortir des sentiers battus de l'archéologie, à savoir des endroits où on présente exclusivement de l'archéologie, et rentrer dans ces lieux où ces collections, où c'est beaucoup plus éclectique, où on a des bronzes du Grand Tour qui côtoient des bronzes antiques, c'était très formateur. Et peut-être même plus que quand on se concentre exclusivement sur les sentiers qui sont logiquement faits pour nous. Donc les puces, par cet aspect-là, ont vraiment eu un rôle assez formateur. Super, bah écoute, merci beaucoup. C'est vraiment enrichissant pour moi aussi et sûrement pour notre audience. Et aujourd'hui, donc, en tant qu'experte, est-ce que tu pourrais nous dire avec quelle maison tu collabores? Alors, en tant qu'expert, je travaille principalement avec la maison Adair, avec laquelle on essaye d'avoir une vraie dynamique de vente. C'est-à-dire, on essaie de faire au moins 2 ventes par an, qu'on couple avec la spécialité islam. On ne peut pas faire une vente, on n'a pas de quoi faire une vente exclusive d'archéologie, parce qu'on estime qu'il n'y a plus suffisamment d'objets sains. On veut surtout que les objets nous arrivent le plus naturellement possible, c'est-à-dire qu'on travaille principalement avec des successions. Et des successions contenant des objets archéologiques n'arrivent pas forcément tous les 4 matins. J'ai étendu mon champ de collaboration. Après Adair, je travaille avec pas mal de maisons parisiennes, de jeunes commissaires-priseurs et quelques commissaires-priseurs en province. J'essaye je pense pas surcharger mon agenda. Mon but à moi, c'est d'essayer de travailler avec des études avec lesquelles je m'entends bien et dont je suis sûre du sérieux. Voilà. Et c'est pas le cas de toutes les études. Absolument. Je comprends ton point et on y reviendra pendant l'interview. Mais effectivement, le mot que tu as utilisé, des pièces saines, ça, désormais, bien sûr, c'est le sujet qui a marqué le marché. Et aujourd'hui, on peut constater aussi par rapport aux chiffres des volumes d'affaires, même des plus grandes maisons de vente britanniques, on voit qu'il y a eu entre 2021 et 2023 vraiment un plongeon dans le volume des ventes et des objets vendus. Donc, c'est un peu l'air du temps, mais en même temps, je pense que ça permet aussi, de manière assez excitante, de trouver les objets les plus rares grâce aux successions, être le premier, être le scoop, entre guillemets, et trouver la pièce qui peut faire le bonheur finalement du marché. Et justement, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques pièces que tu as pu expertiser pendant ces années ou tout récemment et qui ont un peu marqué ton parcours ou dont tu gardes un très bon souvenir? Alors écoute, je voudrais revenir d'ailleurs sur ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que contrairement aux Anglais, nous, on a bien évidemment une approche très prudente des objets archéologiques, mais qui n'est pas dans la condamnation totale. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que certaines maisons de vente avaient relevé leur niveau d'exigence sur les provenances. Nous, on a bien évidemment une exigence sur les provenances, mais on part du principe aussi qu'on fait confiance à nos vendeurs et on sait parfaitement que malheureusement, les objets archéologiques sont parfois victimes de ce qu'on appelle les provenances perdues. C'est-à-dire qu'un objet est acheté par le grand-père et les générations suivantes n'y marquent pas forcément d'intérêt. Et donc, l'histoire de cet objet, qui avait très probablement une légitimité, se perd. Comme on n'a pas accès encore à tous les outils qui peuvent nous permettre aujourd'hui de retracer un historique de provenance, on part du principe qu'on a quand même confiance en ce que nous disent les membres d'une succession, un collectionneur. Donc, en cela, on a pu récupérer des objets qui auraient été négligés par des grosses maisons et qui pourtant s'y seraient très bien vendus. Et je vais te parler, par exemple, d'un Shawapti en bois qu'une dame a envoyé un jour en photo à Adair en demandant, voilà, c'est un cadeau que mon père m'a fait quand j'avais 10 ans. Donc, à l'époque, on a fait nos calculs. Bien évidemment, cet objet avait été acheté par son père de bonne foi. Enfin, en tout cas, à une époque où le commerce des objets égyptiens posait moins de problèmes, avant les années 80. C'est amusant parce que cet objet, il n'avait aucune idée de ce que c'était et c'était un des plus beaux Shawapti en bois que j'ai vu du Nouvel Empire. Voilà. Ce qui est assez touchant,
quand on a affaire à un béotien, des ventes aux enchères, c'est qu'ils jouent le jeu et qu'on sait qu'on va à tous les coups leur apporter une très très bonne surprise. Donc on avait réalisé une estimation qui était plutôt modeste et qui tournait autour de 10-15 000 euros, et je ne me souviens plus exactement, mais il a dépassé les 50 000. Et moi je suis très contente parce que c'est un objet qui s'est retrouvé dans une collection privée de gens passionnés. Voilà une des histoires dont je peux te parler. Il y en a bien évidemment eu d'autres, mais celle-ci m'a particulièrement touchée. Très bien. Moi, j'adore en fait quand des collègues à toi, quand vous me racontez ces histoires, moi, ça part dans des voyages, de dire waouh, sur la complexité et la beauté en fait des collections, de leur évolution et tout. Et justement, je voulais savoir ton avis sur le collectionnisme aujourd'hui. Bien sûr, il y a la partie réglementaire qui, j'imagine, joue beaucoup là-dedans. Mais quelle est ta vision aujourd'hui du collectionnisme par rapport, j'imagine aussi à celui du monde de ton grand-père, parce que c'est lui le fondateur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux types de collectionneurs. Il y a le collectionneur passionné qui achète en regardant avant tout l'objet. Et maintenant, il y a un autre type de collectionneur qui est le collectionneur spéculateur et qui a raison, se concentre avant tout sur la provenance et moins sur l'objet, même si bien évidemment, après, l'objet compte. Mais on sent bien, et si tu veux, moi je le sens dans les questions qu'on me pose quand j'ai des objets un peu importants que je présente aux enchères en tant qu'expert. Il y a une forme de collectionnisme aujourd'hui qui est spéculatif. Et on sent bien évidemment que l'intention, si tu veux, d'avoir un investissement qui soit un investissement sur le long terme et qui soit un investissement qui soit rentable. Bien évidemment, l'archéologie, pour avoir un investissement dont on est sûr de la rentabilité, s'engager sur un objet qui a une provenance documentée, c'est stratégiquement très malin. Parce que un bel objet, un chef-d'œuvre archéologique avec un beau pédigré, ça reste forcément un placement intelligent. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand on regarde les données de marché au niveau de la base de données de Winkelmann & Co, ça, je peux te confirmer que les objets qui ont une provenance, c'est parmi les actifs alternatifs, parmi les plus rentables sur une période de 7 à 10 ans. Ça, c'est un truc de fou. Ça, j'ai pu le regarder, le constater en fait. Bien sûr. Et puis nous, on le constate quand on voit des grosses collections reconnues être écoulées, qu'ensuite on revoit les objets passés. Généralement, les objets gagnent en valeur. Alors après, ce qui peut être assez ironique, c'est qu'on l'a constaté aussi, il y a parfois des gens qui voient le côté spéculatif et qui malheureusement ne doivent pas considérer l'objet parce qu'il y a des spéculations parfois qui tombent à l'eau. Il y a des opérations spéculatives. Je pense notamment à une vente où des verres antiques qui venaient d'une collection française très connue avaient fait des prix stratosphériques parce que deux collectionneurs, à mon avis, avaient pour objectif d'enrichir leur collection des mêmes pièces. Donc forcément, ils se sont entrechoqués sur les enchères. Et quand le collectionneur qui a obtenu ça a voulu les revendre 10 ans plus tard, la perte a été assez violente. Voilà, parfois il y en a qui réussissent et d'autres moins. Après, voilà, c'est comme toute opération d'investissement. Il n'y a jamais de garantie de gain. Voilà, il y a toujours un risque de perte. Mais d'après ce que nous voyons sur les données de marché, ça reste quand même un marché qui, sur certaines valorisations, certaines estimations, en fait, c'est plutôt stable, donc voire comme un bien refuge. Bien sûr. Et justement, est-ce que c'est toi qui gère l'intérêt du client pour des fins d'investissement, ou c'est plutôt, est-ce que ça fait partie de ton métier d'accompagner aussi les collectionneurs sur ces dynamiques-là, ou c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas vraiment, dans ton scope? Moi, en tant que marchande, j'ai des rapports assez privilégiés avec mes clients. Ce sont des gens avec lesquels je suis devenue presque amie. Donc, mon but, c'est de leur faire le placement le plus intelligent possible. Donc, parfois, il faut même savoir les bousculer un petit peu. Moi, j'ai des clients qui ont démarré avec des budgets qui étaient relativement serrés, en me disant, voilà, j'ai envie de miser plutôt peut-être sur la quantité. Et j'ai été amenée à leur expliquer que peut-être de se concentrer davantage sur la qualité, parce qu'il vaut mieux avoir un bel objet plutôt que 5 objets moyens. Donc, bien évidemment, l'éducation, la pédagogie, ça fait partie... et on est amené, moi j'ai des clients qui ont démarré par exemple sur une spécialité en particulier et qui au fur et à mesure du temps, et quand ils venaient à la galerie, ils côtoyaient d'autres objets qu'ils n'avaient pas forcément
l'habitude de regarder, leur intérêt s'est éveillé et c'est des clients que j'ai réussi à amener sur d'autres intérêts. Très intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement le public de collectionneurs que tu adresses? Est-ce que tu as pu voir un renouvellement générationnel ou ça reste encore un public très traditionnel, passionné par l'archéologie en tant que telle et qui ne s'ouvre pas à d'autres... Âgé, tu veux dire? Âgé, voilà, merci, je suis trop politiquement correct. Non, alors moi j'ai cette chance d'avoir un renouvellement de clientèle. Alors j'ai évidemment une partie de ma clientèle qui vieillit et que je perds fatalement parce que c'est vrai que l'archéologie c'est pas forcément quelque chose qui de prime abord intéresse les jeunes. Tu as affaire à un public averti de connaisseurs et généralement l'âge est un critère pour être un connaisseur. Mais après moi je suis pas du tout négative. Non, j'ai un renouvellement de clientèle. J'ai des jeunes, j'ai des gens qui ont moins de 30 ans qui m'ont acheté. Et voilà, alors c'est vrai que ils sont nés avec la génération Internet, donc ils ont, contrairement à ma clientèle, on va dire plus âgée, ils vont pas avoir comme ma galerie comme unique lieu de recherche. C'est des gens qui vont être actifs sur Internet, c'est des gens qui vont être actifs dans des foires, qui vont se rendre à des foires spécialisées. Mais quand même, si tu arrives à créer une relation où ton client se sent écouté et conseillé, moi, j'ai très honnêtement, j'ai des clients jeunes et dynamiques et qui ont de l'argent. Ça existe encore. Non, mais c'est intéressant parce que j'en parlais avec un de tes confrères et lui, en fait, il était vraiment un peu pessimiste. Il était amené à regarder plutôt vers les marchés émergents de l'Orient. Alors que justement, sur les générations européennes, sur les collectionneurs européens, il y avait un peu plus de pessimisme. Et le point sur lequel vraiment j'insiste beaucoup, et je me pose beaucoup de questions là-dessus, c'est justement comment réenchanter un peu le secteur et attirer de nouveaux publics, je dirais, relativement jeunes, et qui puissent, eux, se lancer dans ce secteur du collectionnisme qui a toute sa légitimité, sa beauté par rapport aux contemporains, aux modernes, qui forcément est plus immédiat, peut-être dans les actions d'achat et d'investissement. Tu as dit le mot très juste, la pédagogie. Il faudrait faire beaucoup de pédagogie, ou plus de pédagogie pour qu'on attire davantage de collectionneurs des nouvelles générations. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, et puis surtout ce qu'il faut faire, c'est que moi je pense que c'est transcender notre discipline, c'est-à-dire que l'archéologie, c'est pas que des objets réservés aux, excuse-moi sans que ce soit péjoratif, mais aux binoclars intellectuels. L'archéologie, c'est quelque chose qui peut toucher quelqu'un qui s'intéresse à l'art contemporain. On peut avoir des vraies formes modernes dans des objets anciens. Le temps a opéré son travail aussi. Et il a participé à la création de l'œuvre et c'est quelque chose qui ne peut que toucher un public large. Donc, moi, mon but, c'est d'essayer de faire comprendre à ma jeune clientèle que l'archéologie, c'est quelque chose aussi de moderne. Excellent. J'adore ce que tu viens de dire. C'est vraiment très pertinent et je pense que ça doit rentrer dans la méthodologie et l'approche finalement de ces publics-là avec tous les codes et tous les moyens de communication qui sont ceux de notre époque auxquels je pense parfois on est un peu réticent à s'en saisir et à évoluer avec. Mais oui, je suis tout à fait aligné avec toi. Marie-Margot, aussi pour continuer notre interview, on a parlé déjà un peu en amont de la situation actuelle liée aux provenances et donc à tous les enjeux du marché de l'art aujourd'hui. Quelle est ta vision sur ce sujet? Comment envisages-tu l'avenir du marché de l'art des antiquités? Quels sont ses plus grands défis, mais aussi les opportunités? Alors, il va falloir qu'on ait un gouvernement en France et aussi d'autres gouvernements ailleurs en Europe qui comprennent que le marché des antiquités n'est pas un ennemi. Et pour pouvoir continuer, il va falloir que les législations ne se durcissent pas parce que c'est ce qu'on redoute. Je ne te cacherai pas que quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, au niveau des restitutions pour l'art africain, avec des objets qui étaient rentrés dans des collections nationales de manière éthique, peut-être d'un point de vue historique discutable, mais qui restait dans les règles, à savoir voilà, des objets acquis à une certaine époque,
même si c'était dans certaines conditions. Si la législation ne se durcit pas, moi, je ne suis pas pessimiste pour l'avenir du marché de l'art. Après, ce qui est sûr, c'est que tous les acteurs vont devoir faire un travail d'enquête, être sur la réserve et essayer d'être prudent au maximum parce qu'on est aussi acteur des futures décisions qui risquent d'être prises à un plus haut niveau. Donc, moi, je demande pour te donner un exemple, par exemple, quand maintenant on nous propose par exemple des bas-reliefs égyptiens dont on sait qu'ils ont mauvaise presse, moi, je ne les prends pas sans provenance documentée avant 1983. Donc voilà, donc il va falloir qu'on soit tous assez rigoureux, les marchands, les experts, les commissaires-priseurs avec lesquels on travaille, pour pouvoir garder une éthique qui nous permette de pas rentrer dans le collimateur d'organisations comme l'UNESCO, mais pour autant sans mettre à la poubelle des objets, comme je te parlais en début d'interview, qui n'auraient pas forcément une provenance documentée, et essayer de faire confiance aux gens qui vont nous les confier et de s'assurer de la viabilité des histoires qu'on nous raconte. Donc moi, je suis pas pessimiste. Je pense qu'il va très probablement se durcir. Je pense qu'il va falloir que tous les acteurs créent aussi des outils pour pouvoir nous aider à retrouver ces fameuses provenances qui sont parfois perdues alors qu'elles existent. Tu connais Artloss qui existe. Il y a la base de données d'Interpol, il y a la base de données d'Artcrime, il y a des bases de données que d'autres gens peuvent créer qui vont être très, très utiles. Très bien, très bien. Et donc, en termes d'opportunités, est-ce que tu crois que justement qu'il va y avoir une réduction du market pool des objets qui, eux, auront leur provenance et seront, disons, vendables? Ça va forcément amener à une hausse des prix, les estimations. Donc ça, c'est une belle opportunité pour des personnes comme toi, j'imagine. Oui, c'est une belle opportunité pour des personnes comme moi, mais je vais te dire quelque chose aussi, c'est que il y a une forme d'injustice dans ce système qui, moi, me dérange un petit peu, c'est-à-dire que seules les personnes, et même si je conçois que c'est quelque chose d'important, seules les personnes qui auront eu les moyens de conserver ces informations auront réalisé un placement intelligent, et moi, je trouve que c'est un peu injuste. Voilà. Parce qu'il faut... Moi, je suis amenée à le constater dans mon approche d'expert. Parfois, pour les injustices de la vie vont faire qu'un objet va avoir une provenance qui est perdue. Et je trouve que c'est dommage, et pour ses propriétaires, et pour celui qui l'a acquis dans un premier lieu, de les condamner. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à trouver des solutions. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a les moyens d'avoir une secrétaire qui va trier les informations des objets qu'il achète, qui va les collationner de manière à pouvoir ensuite les transmettre quand les objets vont être amenés à être vendus, c'est un privilégié. Le type qui va acheter dans une bonne vente un bel objet archéologique qui a tout de même un bon pédigré, mais qui va avoir un accident, qui va mourir sans avoir eu le temps, ou qui va se faire voler chez lui des papiers. Ces papiers-là mentionnent les historiques de ces objets. Et moi, quand j'interviens ensuite auprès de la succession, ces informations-là seront manquantes. Est-ce que pour autant, je dois rejeter de but en blanc l'éventualité de présenter cet objet? Moi, je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a une forme d'injustice là-dedans à laquelle il va falloir que les acteurs réfléchissent. Très intéressant, et je te remercie pour ta franchise et ta clairvoyance, parce que je trouve que c'est une position, je trouve, d'un côté équilibrée, mais de l'autre incisive, parce que forcément, c'est un secteur qui a une histoire, une légitimité, et ça serait dommage de la salir, de le détruire. Moi, je trouve, pour des raisons parfois idéologiques, qui partent de principes qui sont bons, mais on sait bien que l'enfer, c'est un chemin qui est pavé de bonnes intentions. Marie-Margot, je vois que le temps file. Donc moi, j'avais 2 questions pour toi. La première, si toi, tu étais à la place d'un collectionneur, quelle serait ta collection, disons, parfaite que tu aimerais bien constituer? Ah, c'est pas facile, ça. Écoute, moi, je vais te dire une chose. Sans parler de budget, hein, disons... Ouais, non. Moi, je suis touchée par les gens qui achètent avec le cœur. Je trouve que c'est touchant. Parfois, on peut assister à des rencontres quand on a des collectionneurs qui ont des approches qui ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que quand on a un collectionneur dont on sait qu'il s'intéresse particulièrement à un sujet ou à un matériau ou à une époque, le challenge à lui trouver quelque chose, il est
il n'est pas très excitant. Voilà. Par contre, quand on a un client dont on sait qu'il veut quelque chose de beau et qu'il est ouvert à tout, on peut créer des rencontres, parfois surprenantes, auxquelles on n'aurait pas pensé et qui peuvent vraiment créer un joli tableau. Donc, moi, j'ai envie de te dire que le collectionneur que j'apprécie, c'est celui qui est ouvert d'esprit. Très bien. Écoute, je trouve cela très inspirant et aussi pour nos auditeurs. Et la dernière question, Marie-Margot, c'est tout d'abord comment on peut te joindre, par quel canal? Alors, moi, pour me joindre, j'ai une petite galerie encore qui se trouve rue Sainte-Anne, au numéro 65. On est juste à côté du cabinet Turquin et des Bézères, si ça peut servir de point de repère à quelqu'un. Voilà. Donc, au 65 rue Sainte-Anne, on peut me joindre par email, par téléphone. Mes coordonnées, on peut les trouver sur Internet. Et par les réseaux aussi. Je suis présente sur Instagram et on a accès à des objets que je présentais en tant que marchande et aux œuvres aussi que je présente en tant qu'experte. Eh bien, Marie-Margot, écoute, merci infiniment pour ton temps. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et je suis aussi sûr que nos auditeurs pourront se régaler. Le plaisir était pour moi, Borna. Bonne journée à toi. À toi aussi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.